Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler d'un 8e chapitre qui s'intitule Les listes simplement chaînées. Comme d'habitude, on va suivre un plan. Le plan d'aujourd'hui est le suivant. D'abord, nous allons commencer par la définition d'une liste chaînée. Ensuite, nous allons donner la définition d'une liste simplement chaînée. Et finalement, nous allons présenter un ensemble de traitements qu'on peut appliquer sur les listes simplement chaînées. Nous allons commencer par le premier point qui est la définition d'une liste chaînée. Une liste chaînée est une structure de données à accès indirect. Donc là, une liste chaînée, c'est un ensemble d'éléments dont l'accès est indirect. C'est-à-dire que si on souhaite accéder à un élément qui se trouve au milieu de la liste, on ne peut pas y accéder de manière directe. Par contre, pour y accéder, on devrait commencer de parcourir la liste depuis le premier élément. C'est-à-dire, on va accéder au premier élément de la liste, puis le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'à ce qu'on arrive à l'élément auquel on veut accéder. Alors, une liste chaînée est composée d'un ensemble d'éléments, ou bien c'est une collection d'éléments, et chaque élément de la liste contient les champs d'une structure. Donc, chaque élément de la liste est un élément contient des champs d'une structure. Alors, la structure contient un ou bien plusieurs champs donnés et un ou plusieurs champs de type pointeur. Donc, comme on l'a vu dans le chapitre des structures, donc une structure peut contenir plusieurs champs. Donc, lorsqu'on traite les structures dans les listes chaînées, donc cette structure-là, elle peut contenir un ou bien plusieurs champs donnés et un ou bien plusieurs champs de type pointeur. Donc, le type de données, il est de deux catégories différentes, des données simples et des données de type pointeur. Donc, nous allons regarder un exemple pour vous montrer une liste chaînée, l'exemple d'une liste chaînée. Alors ici, on a une liste qui est doublement chaînée. Donc, nous allons aller étape par étape. Donc, cette liste chaînée contient 3 personnes. Donc, on va regarder le premier élément. On va trouver, voilà le premier élément, le deuxième et le troisième. Et chaque élément contient les informations d'une personne. Donc, dans chaque élément, on a 3 champs de type données. On a le numéro, le prénom et le nom. Donc là, on va voir la structure d'un élément de cette liste chaînée. On va voir qu'il y a le champ numéro, il y a le champ prénom, ainsi que le champ nom. Deuxième élément, on a le numéro, le prénom et le nom. La même chose pour le troisième élément. Alors ensuite, des champs de type données, on a 2 champs de type pointeur. C'est-à-dire ils vont contenir des adresses mémoire. Alors les 2 champs s'appellent suivant. Le premier champ s'appelle suivant et le deuxième s'appelle précédent. Donc les voilà sur la figure. On a le premier champ pointeur qui s'appelle suivant et le deuxième champ pointeur qui s'appelle précédent. Alors pour le champ suivant, il va contenir l'adresse de l'élément qui va venir après, c'est-à-dire l'élément suivant. Donc l'élément suivant du premier élément qui contient le numéro 1, c'est l'élément qui contient le numéro 2. C'est-à-dire que l'adresse qui se trouve dans le champ suivant est égale à l'adresse de l'élément numéro 2. Ensuite, le champ suivant de l'élément qui contient le numéro 2 contient l'adresse de l'élément qui contient le numéro 3. Ainsi de suite. Là aussi, le champ suivant de l'élément qui contient le numéro 3, son suivant est égal à nul parce que
l'élément 3, c'est le dernier de la liste. Maintenant, on va passer au deuxième champ pointeur qui s'appelle précédent. Donc, précédent va contenir l'adresse mémoire de l'élément qui précède l'élément en cours. Donc, l'élément numéro 1, c'est le premier de la liste et son précédent est égal à nul. Donc, il n'a pas d'élément précédent. Deuxièmement, le champ précédent de l'élément qui contient le numéro 2, donc son précédent, c'est l'élément qui contient l'élément, bien le numéro 1. Donc, le précédent de 2, c'est le 1. Aussi, le précédent de l'élément qui contient le numéro 3, c'est l'élément qui contient le numéro 2. D'accord? Donc ici, on remarque que nous avons une liste doublement chaînée. Doublement chaînée veut dire qu'elle contient deux champs de type pointeur. C'est le suivant et le précédent. D'accord? Donc là, j'ai une liste qui contient plusieurs champs donnés et deux champs de type pointeur. Et une liste qui contient deux champs de type pointeur s'appelle une liste doublement chaînée. Alors, les pointeurs suivants et précédents permettent de relier les éléments de la liste pour construire une chaîne. Donc, ces pointeurs-là sont nécessaires pour créer une liaison entre les éléments de la liste. Donc, le premier élément va pointer le second élément et le second pointe le troisième, etc. Donc, le premier lié au deuxième, deuxième au troisième, troisième au quatrième, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on peut créer une liste chaînée. Maintenant, on va passer pour définir une liste simplement chaînée. Donc, une liste simplement chaînée est un cas particulier des listes chaînées. C'est-à-dire pour les listes chaînées, on peut trouver les listes simplement chaînées, les listes doublement chaînées ou bien les listes circulaires. Donc, il y a trois catégories de listes chaînées. Donc, l'objectif de ce chapitre, c'est l'étude des listes simplement chaînées. Alors, nous allons commencer par définir une liste simplement chaînée. Une liste simplement chaînée est une liste qui contient un ou bien plusieurs champs donnés et un seul champ pointeur. Alors, je reprends. Une liste qui est appelée simplement chaînée, c'est une liste qui contient plusieurs éléments et chaque élément contient plusieurs champs donnés mais un seul champ pointeur. Et le pointeur contient l'adresse de l'élément suivant de la liste. Donc si on revient au schéma précédent, on peut dire que cette figure représente une liste doublement chaînée du moment qu'on a deux champs pointeurs suivants et précédents. Mais si on veut convertir cette liste doublement chaînée en une liste simplement chaînée, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement enlever le champ précédent. On va enlever le champ précédent du premier élément, aussi du deuxième élément et du troisième élément. Comme ça, on va avoir uniquement les champs donnés et un seul champ pointeur qui contient l'adresse du suivant. D'accord? Donc, une liste simplement chaînée est une liste qui contient un ou bien plusieurs champs donnés. Donc là, on a vu le numéro, le prénom et le nom. Aussi, elle contient un seul champ pointeur. Et ce champ pointeur-là, il contient l'adresse de l'élément suivant. C'est-à-dire, on a le numéro, le prénom, le nom et le champ suivant. Si on a uniquement les éléments de 1 jusqu'à suivant, on peut dire que cette liste est une liste simplement chaînée. Mais si on a deux champs de type pointeur suivant et précédent, là on parle d'une liste doublement chaînée. Alors là, pour simplifier l'étude, on va traiter une liste simplement chaînée qui contient des entiers. Alors regardez ici, j'ai une liste simplement chaînée qui contient plusieurs éléments. Voilà le premier élément qui contient la valeur 4 dans le champ, euh, dans le premier champ val. Et puis
la valeur 7 dans le deuxième élément, la valeur 1 dans le troisième élément et la valeur 2 dans le quatrième élément. Et là, vous allez voir que chaque élément contient deux champs. Il y a le champ qui contient l'entier et le champ suivant. Alors, le champ suivant va contenir l'adresse de l'élément qui va venir après, c'est-à-dire l'adresse de l'élément qui contient la valeur 7. Aussi, le champ suivant de l'élément qui contient la valeur 7 va contenir l'adresse mémoire de l'élément qui contient la valeur 1. Aussi, le suivant de l'élément qui contient la valeur 1 va contenir l'adresse de l'élément qui contient la valeur 2. Et le 2, c'est le dernier élément de la liste, donc son suivant est égal à nul. Donc le schéma suivant représente une liste d'entiers simplement chaînés, du moment qu'on a un seul pointeur suivant qui contient l'adresse de l'élément qui va venir après. Maintenant, nous allons parler des avantages de l'utilisation des listes simplement chaînées ou bien des listes en général. Le premier avantage de l'utilisation des listes chaînées, c'est le dynamisme dans l'utilisation de la mémoire. Alors, avec un tableau, on ne peut pas dépasser la taille maximale prévue, du moment que lorsqu'on déclare un tableau, on précise la taille de ce tableau. Donc là, on a une taille maximale qu'on ne peut pas dépasser. Mais avec les listes chaînées, si on veut ajouter un nouvel élément dans la liste, il suffit de lui allouer la mémoire avec la fonction emalloc. Et si on veut supprimer un élément de la liste, on va libérer cet espace mémoire avec la fonction free. Donc là, on parle de la notion du dynamisme, c'est-à-dire il y a une certaine flexibilité dans l'utilisation de la mémoire. Si on veut ajouter un nouvel élément dans la liste, donc il suffit d'allouer la mémoire pour cet élément-là. Et si on souhaite supprimer un élément de la liste, il suffit de libérer cet espace mémoire. Donc il n'y a pas une taille maximale à ne pas dépasser comme dans le cas des tableaux. Maintenant, nous allons passer au deuxième avantage, c'est la facilité des mises à jour de la liste. Mise à jour, ça veut dire les modifications qu'on peut apporter sur la liste. Alors, pour ajouter un nouvel élément au milieu d'un tableau, il faut d'abord déplacer les éléments du tableau vers la droite pour avoir une case vide. Mais avec les listes, on peut facilement ajouter ou bien supprimer des éléments d'une liste. Il suffit de modifier les pointeurs. Donc pour ce deuxième point, je vais vous donner un exemple. Supposons que j'ai un tableau qui contient les trois valeurs suivantes, la valeur 2, 5 et 10. Et on souhaite ajouter la valeur 3 dans le tableau de façon à garder le tableau trié. Donc on souhaite ajouter la valeur 3 dans ce tableau de façon à garder l'ordre des éléments croissants. Alors, comme vous le voyez tous, pour ajouter le 3 en gardant le tableau trié, il faut ajouter le 3 entre le 2 et le 5. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des décalages. On va décaler la valeur 10. Ensuite, on va décaler vers la droite la valeur 5. Comme ça, on aura une place libre. Et là, on peut ajouter la valeur 3. Donc, si on veut ajouter un élément au milieu d'un tableau, il faut faire un ensemble de décalage d'éléments pour laisser une place libre au milieu du tableau. Bien sûr, cette opération, elle demande du temps. Donc, faire décalage, donc là, j'ai travaillé uniquement avec 2 décalages. Mais des fois, on peut tomber dans des cas où on va faire un nombre important de décalages. Et ce n'est pas vraiment pratique et facile à utiliser. Maintenant, si on veut faire l'ajout d'un élément au milieu d'une liste, nous allons voir que c'est plutôt simple. Donc, supposons que j'ai une liste chaînée qui contient 2 éléments. J'ai la chaîne pat et la chaîne mat, ok, qui contient 2 éléments. L'objectif, c'est d'ajouter la chaîne cat au milieu de bat et mat, c'est-à-dire l'ajouter au milieu.
Donc là, si je souhaite ajouter la chaîne 4 entre ces deux chaînes-là, il suffit, avec les listes chaînées, il suffit de modifier l'adresse du suivant. Regardez à droite, là je vais mettre dans le suivant de maths, je vais mettre 4 et le suivant de 4 c'est maths. Donc je n'ai pas à faire des décalages comme dans le cas des tableaux. Parce que là, il suffit de modifier l'adresse mémoire du suivant et puis je vais ajouter un élément au milieu d'une liste. Alors maintenant, je vais vous parler de la représentation d'une liste simplement chaînée. Alors si on veut représenter le tableau suivant avec une liste chaînée, on aura le résultat suivant. Donc regardez, j'ai ici un tableau standard qui contient les valeurs 4, 7, 1 et 2, 4 éléments. Donc si je veux convertir ce tableau vers une liste chaînée, donc je vais créer pour chaque élément, pour chaque valeur, un élément. C'est-à-dire pour la valeur 4, je vais créer un élément qui contient la valeur 4 plus un champ suivant. Aussi, pour le 7, je vais créer un élément qui contient la valeur 7 plus un champ suivant. Après, je vais créer un troisième élément avec le champ qui contient la valeur 1 et puis le suivant. Et de la même manière pour le 2. Ok. Donc, pour le suivant de 4, je vais mettre l'adresse de 7. Et pour le suivant de 7, je vais mettre l'adresse de 1. Et pour le suivant de 1, je vais mettre l'adresse de 2. Et du moment que le 2 est le dernier élément de la liste, donc son suivant est égal à nul. Donc ce schéma-là ou bien ce signe représente la fin de la liste. C'est la représentation des données de la liste chaînée sur la mémoire physique. Donc là, si vous avez fait la remarque, j'ai dispersé les éléments de cette liste. J'ai mis le 4 ici, le 7 là, le 1, le 4. Donc là, vous remarquez que les éléments ne sont pas l'un à côté de l'autre. En fait, c'est la représentation réelle ou bien physique sur la mémoire. Lorsque je fais malloc pour allouer la mémoire pour un élément, le compilateur va chercher un espace sur la mémoire. Ça ne veut pas dire qu'il va voir où il a alloué la mémoire pour le dernier élément, il va allouer pour le deuxième à côté du premier. D'accord? Donc là, vous allez voir que les éléments sont sauvegardés sur la mémoire de manière dispersée, mais ce qui permet d'accéder d'un élément à l'autre, c'est les adresses mémoire qui se trouvent dans le champ suivant. Pour des raisons de lisibilité, on va représenter les listes chaînées en les mettant dans l'ordre logique. Donc là, regardez notre tableau et là, notre liste simplement chaînée. Donc physiquement, les éléments sont dispersés, ils sont représentés comme ça. Mais pour faciliter l'étude, pour nous, on va les représenter l'un à côté de l'autre. C'est uniquement pour faciliter la lisibilité des éléments. Donc le 4 suivi par le 7 par le 1 par le 2 est le dernier de la liste. Voilà. Maintenant, nous allons passer au troisième point qui traite les traitements, mais qui parle des traitements qu'on peut appliquer sur les listes simplement chaînées. Alors, le plan de cette partie est le suivant. D'abord, nous allons commencer par la déclaration de la structure d'un élément de la liste. Donc, une liste contient plusieurs éléments. Donc, il faut penser à déclarer la structure d'un seul élément de cette liste. Donc, cette structure, elle va contenir un ou bien plusieurs champs donnés et un seul champ pointeur qui s'appelle suivant. Après, dans le deuxième point, on va parler de la fonction de l'initialisation qui permet de créer une liste vide. Troisième point, c'est dans lequel on va voir comment ajouter un nouvel élément dans une liste. On va voir comment ajouter un élément en tête de liste et comment l'ajouter à la fin ou bien à la queue de la liste. Dans le quatrième point, nous allons voir comment on peut supprimer un élément de la liste. Là aussi, nous allons voir comment supprimer un élément en tête de la liste et un élément à la queue de la liste. Après, nous allons voir comment afficher les éléments de la liste et finalement la recherche d'un élément de la liste.
Nous allons commencer par le premier point qui est la déclaration d'un élément d'une liste simplement chaînée. Donc, comme on l'a dit, pour simplifier l'étude, on va traiter une liste simplement chaînée qui contient des entiers. C'est-à-dire, elle contient un champ int de type int et un champ suivant qui contient l'adresse de l'élément qui va venir après. Donc, la structure, je vais la déclarer de la manière suivante. Je vais créer un synonyme avec le mot-clé type def. Alors, type def struct élément, le nom de la structure s'appelle élément. Puis, je vais ajouter un champ qui s'appelle val de type int. C'est le champ dans lequel je vais mettre la valeur qui se trouve dans l'élément. Et puis, le deuxième champ, c'est un suivant, une variable suivante de type pointeur sur la structure d'un élément. Parce que le champ suivant, il va contenir une adresse mémoire de quoi? D'une autre variable qui est du même type que la structure élément. Et je vais renommer cette structure par élément. Ensuite, je vais passer pour parler de l'initialisation d'une liste simplement chaînée. Alors, la liste est déterminée par l'adresse de son premier élément. Donc, pour déterminer une liste, il suffit de connaître l'adresse de son premier élément. Parce que si je connais l'adresse du premier élément de la liste, il est facile de savoir quels sont les autres éléments de la liste. Parce que le premier peut, avec son adresse, l'adresse de son suivant, me permet d'aller au deuxième élément. De la même manière, le deuxième élément contient un champ suivant qui me facilite l'accès au troisième élément, ainsi de suite. D'accord? Donc, pour déterminer, ou bien une liste est déterminée par l'adresse de son premier élément. Et une liste vide, donc l'adresse de son premier élément est égale à nul, parce que une liste vide ne contient aucun élément, donc l'adresse de son premier élément est égale à nul. Donc voilà la fonction qui s'appelle initList qui permet d'initialiser une liste. Cette fonction demande en entrée une variable L de type pointeur sur un élément et elle retourne une variable de type pointeur sur un élément. Alors cette variable L, lorsque je vais entrer dans la fonction, je vais lui donner la valeur nulle. C'est-à-dire que je vais dire que cette liste ne contient aucun élément. Et je vais retourner cette variable L. Donc là, si vous regardez à droite, vous allez trouver que ce schéma représente une liste vide. Voilà le nom de la liste et voilà sa valeur qui est égale à nul. Donc cette liste-là porte le nom L et elle est vide. Donc là, il y a une question dans laquelle je vous demande d'écrire l'appel de la fonction initList dans le programme principal. Donc si je souhaite appeler cette fonction dans le programme principal, donc je vais faire comme suit. Donc avec int main, c'est la fonction principale, je vais déclarer une variable L de type pointeur sur un élément qui va être le paramètre d'entrée de la fonction initList et puis le résultat, je vais l'affecter à la variable L. C'est-à-dire au début, lorsque j'ai entré variable L à la fonction, donc cette variable elle n'a pas été initialisée, mais à la sortie, L est égale à nul parce que la fonction initList permet d'affecter la valeur nulle à la variable L. Donc là, j'ai créé une liste L qui est vide. Ensuite, nous allons passer pour voir comment ajouter un élément dans une liste simplement chaînée. Et bien sûr, comme on l'a fait dans la présentation, nous allons voir comment ajouter un élément au début ou bien en tête de liste et comment ajouter un élément à la queue ou bien à la fin de la liste. Donc nous allons commencer par le premier point qui est l'ajout d'un élément en tête de liste. Regardez ici en bas, j'ai une liste qui contient les 4 éléments suivants, 4, 7, 1 et 2. Et puis j'ai ici le nom de la liste L, qui contient l'adresse du premier élément de la liste qui contient la valeur 4. Donc l'objectif c'est quoi? C'est d'ajouter un nouveau élément, par exemple qui contient la valeur 9,
et puis l'ajouter à cette liste. Et bien sûr, ce nouvel élément va être le début de la liste. Alors, nous allons voir ensemble les étapes à suivre pour ajouter un élément en tête de liste. D'abord, on va créer un nouvel élément et lui allouer la mémoire. C'est-à-dire, on va créer un élément et on va lui allouer la mémoire avec malloc. Ensuite, on va lui donner la valeur que l'on veut ajouter. Par exemple, ici, on souhaite ajouter la valeur 9, c'est-à-dire on va affecter la valeur 9 au champ val de ce nouvel élément qu'on vient de déclarer et de lui allouer la mémoire. Ensuite, on va raccorder cet élément-là en tête de la liste. Donc là, on va rattacher cet élément-là en tête de liste, c'est-à-dire on va accéder au champ suivant de ce nouvel élément qui va être égal à la tête de la liste. Donc la tête de la liste est là, quelle est son adresse. Donc la tête de la liste est identifiée par la valeur L ou bien par l'adresse qui se trouve dans la variable L. Ok, donc le suivant de ce nouvel élément va être égal à L. Et finalement, on va retourner le nouvel élément. C'est-à-dire on va retourner ce nouveau élément qu'on vient d'ajouter parce que c'est lui la nouvelle tête de la liste. Comme on l'a dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, dans l'initialisation, on a dit que la liste est déterminée par l'adresse de son premier élément. Donc, du moment qu'on a ajouté un nouvel élément en tête de liste, donc on doit mettre à jour la tête de la liste qui va être égale à nouveau. Alors, lors d'un ajout en tête, on doit donner au pointeur suivant du nouvel élément l'adresse du premier élément de la liste, comme on a dit tout à l'heure. Donc là, pour ajouter ce nouvel élément à la tête de la liste, il faut mettre dans le suivant de nouveau élément l'adresse du premier élément de la liste qui est égal à L. Donc voilà les différentes étapes à suivre pour ajouter un nouvel élément en tête de liste. Donc nous allons voir ensemble la fonction insérer en tête qui permet d'ajouter un nouvel élément en tête de liste. Alors cette fonction s'appelle insérer en tête qui demande en entrée la variable L, c'est le nom de la liste, qui est de type pointeur sur un élément, c'est-à-dire c'est l'adresse du premier élément de la liste. Et cette fonction va retourner une variable de type pointeur sur un élément, c'est-à-dire il va retourner la nouvelle tête de la liste. Alors au début, on va créer un nouvel élément, c'est-à-dire on va le déclarer et on va lui allouer la mémoire. Donc on va déclarer une variable nouveau de type pointeur sur un élément et on va lui allouer la mémoire avec la fonction malloc. C'est-à-dire on va écrire élément étoile nouveau égale à élément étoile. Là on va faire un cast sur la valeur de retour de malloc. Et puis cette fonction malloc demande la taille de l'élément qu'on va allouer. C'est-à-dire on va mettre size of element. Ensuite, on va faire un test. Si la liste est égale à nul, c'est-à-dire si la liste est vide, on va afficher un message qui dit on va initialiser la liste. Donc ce message-là, il va être affiché pour aviser l'utilisateur que l'élément qu'il va ajouter va être le premier de la liste. Ensuite, on va donner la valeur au nouvel élément. Là, on va demander à l'utilisateur de nous donner la valeur qu'il souhaite ajouter et on va la lire avec scanf et la mettre dans le champ val de nouveau, du nouveau élément qu'on vient de créer et auquel on vient d'allouer la mémoire. Ok, donc là, on a affecté la valeur directement au champ val de nouveau. Là, on a mis l'adresse parce que le champ val est de type int. D'accord? Donc jusqu'à maintenant, on a déclaré le nouvel élément, on lui a alloué la mémoire. Là, c'est facultatif, c'est uniquement pour informer l'utilisateur qu'il va ajouter le premier élément à la liste. Après, on lui a demandé de nous donner la valeur qu'il souhaite ajouter. On l'a lu et on l'a ajouté au champ val de nouveau élément, c'est-à-dire on l'a ajouté ici. Ensuite, on va mettre nouveau suivant égal à L, c'est-à-dire le suivant
de ce nouveau élément va être égal à L. Donc là, vous allez voir le sens de la flèche. Elle part du champ suivant de nouveau. Donc je vais le mettre à gauche. Et la destination de la flèche, c'est la tête de la liste, c'est-à-dire le L. Donc je vais le mettre le L à droite. Donc la liste, c'est comme ça. Elle part de la flèche, pardon, comme ça, de gauche à droite. Elle part du champ suivant de nouveau vers la tête de la liste. Et finalement, je vais retourner la nouvelle tête de la liste parce que la liste ou bien la tête a été mise à jour. Ensuite, nous allons voir maintenant comment ajouter un nouvel élément en fin de liste ou bien à la queue. Donc voilà notre liste qui contient les éléments suivants 4, 7, 1 et 2. Et je souhaite ajouter un nouvel élément qui contient la valeur 9 à la fin. Donc là, vous allez tous dire que pour ajouter cette valeur 9 à la fin, je dois suivre un certain nombre d'étapes. Je dois d'abord créer le nouvel élément et lui allouer la mémoire. C'est la même opération qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire on a créé nouveau et on lui a alloué la mémoire avec malloc. Ensuite, on va ajouter la valeur que l'on veut ajouter. On va lui donner la valeur qu'on veut ajouter, par exemple le 9. On va la mettre dans le champ val de nouveaux éléments. Après, on va mettre à jour, mettre l'adresse de l'élément suivant à nul, puisqu'il sera le dernier élément de la liste. C'est tout à fait normal. Cet élément-là va être ajouté à la fin de la liste, donc son suivant est égal à nul. Ensuite, on va retourner le nouvel élément si la liste est vide. Donc, supposons que notre liste est vide. Donc, cet élément-là qu'on va ajouter va être le premier et le dernier de la liste. C'est-à-dire le premier et l'unique élément de la liste. Donc, si la liste est vide, donc on va retourner cet élément-là qu'on vient d'ajouter, qu'on vient de créer. Sinon, on va faire pointer le dernier élément de la liste originale sur le nouvel élément. Donc, si la liste n'est pas vide, on va essayer de chercher le dernier élément qui est le 2 et on va mettre dans le suivant de 2, on va mettre le nouveau élément. Et finalement, on va retourner le début de la liste, c'est-à-dire on va retourner L. Ok? Donc, voilà l'ensemble des étapes à suivre pour ajouter un élément en fin de liste. D'abord, il faut créer le nouvel élément, il faut lui allouer la mémoire, le remplir, donner la valeur qu'on souhaite ajouter, puis mettre dans le suivant de nouveau, on va mettre nul parce que c'est lui la fin de la liste. Si la liste est vide, on va retourner ce nouvel élément. Si la liste n'est pas vide, on va rechercher le dernier élément de la liste et on va mettre le suivant de ce dernier va être le nouveau élément. Et finalement, on va retourner la tête ou bien le début de la liste. Alors, une question qui se pose, c'est comment peut-on rechercher le dernier élément de la liste? C'est-à-dire comment peut-on retrouver 2 et savoir qui est le dernier élément de la liste? Alors, pour rechercher le dernier élément de la liste, il faut créer un pointeur temporaire temp de type élément étoile. Puis, temp va contenir l'adresse du début de la liste. Ensuite, on va le déplacer d'un élément à l'autre et regarder si cet élément est le dernier de la liste. Donc, comme on l'a dit, on va créer un pointeur temporaire de type élément étoile et il va contenir l'adresse du premier élément de la liste. Et puis, on va le déplacer d'un élément à l'autre en faisant un test, si c'est le dernier ou non. Donc, le test qu'on va appliquer est le suivant. Donc, un élément sera forcément le dernier de la liste si son champ suivant est égal à nul. Alors, un élément est le dernier de la liste si le champ suivant de cet élément-là est égal à nul. Donc, on va faire un test. Au début, je vais initialiser temp à L. Alors, je vais voir le suivant de temp. Est-ce que le suivant de temp est différent de nul? Donc, le suivant de temp, c'est 7. C'est l'élément qui contient le 7. Et il est différent de nul. C'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais incrémenter temp. Temp, il est là maintenant. Je vais faire le test. Est-ce que le suivant de 7 est différent de nul? Donc, le suivant de 7, c'est 1. C'est vrai, il est différent de nul. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer temp sur le 1. Là aussi, je vais faire le test. Est-ce que le suivant de 1 est différent de nul? C'est-à-dire, est-ce que le 2 est différent de nul?
Oui, il est différent de nul. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer temp. Encore une fois, est-ce que le suivant de 2 est différent de nul? Non. Donc le suivant de 2 est égal à nul parce que 2 c'est le dernier. Donc là, je vais m'arrêter du moment que le suivant de 2 est égal à nul. Donc s'il est égal à nul, ça veut dire que je suis arrivé à la fin de la liste ou bien au dernier élément de la liste. D'accord? Donc voilà la boucle que je vais utiliser pour parcourir les éléments de la liste et retrouver le dernier élément. Alors tant que temp suivant est différent de nul, je vais incrémenter temp. Et si, quand est-ce que je vais sortir de la boucle? C'est lorsque temp suivant est égal à nul. Donc je vais m'arrêter ici. Parce que le suivant de temp est égal à nul, donc je vais m'arrêter ici. Comme ça, j'ai retrouvé le dernier élément de la liste. Voilà, donc nous allons voir ensemble la fonction de l'insertion d'un élément en fin de liste. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, donc la fonction demande en entrée une variable L de type pointeur sur un élément. Généralement, le L, c'est la tête de la liste. Et je vais retourner la même variable à la fin du traitement, ou bien à la fin de l'insertion à la fin. Alors, au début, nous allons créer un nouvel élément et on va lui allouer la mémoire. Voilà, nouveau de type pointeur sur un élément. Puis, on lui a alloué la mémoire avec malloc. Après, comme on l'a fait tout à l'heure, si la liste est vide, donc on va afficher un message pour aviser l'utilisateur que l'élément qu'il va ajouter va être le premier de la liste. Ensuite, on va demander à l'utilisateur de nous donner la valeur qu'il souhaite ajouter. On va la lire et on va la mettre directement dans le champ val de nouveaux éléments. Ensuite, on va mettre le suivant de ce nouvel élément va être égal à nul. Donc l'élément suivant de ce nouvel élément va être égal à nul parce que c'est le dernier de la liste. Ensuite, on va faire un test. Si la liste est vide, donc si la liste est vide et ne contient aucun élément, donc on va retourner le nouveau élément. C'est-à-dire l'élément qu'on vient de créer, c'est lui qu'on va retourner parce que la liste va contenir uniquement ce nouveau élément parce que la liste avant était vide. Maintenant, on lui a ajouté un nouveau élément, ça va être le dernier élément, bien l'unique élément de la liste. D'accord? Donc si la liste est vide, ce n'est pas la peine de rechercher le dernier élément de la liste parce que la liste est vide. Donc il suffit de retourner le nouveau élément qu'on a créé. Sinon, donc si la liste n'est pas vide, c'est-à-dire elle contient plusieurs éléments, là on va rechercher le dernier élément de la liste, c'est-à-dire on va rechercher le 2. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, on va déclarer temp, une variable temp de type pointeur sur un élément. Puis on va initialiser temp à l'adresse du premier élément de la liste. Et puis on va utiliser la boucle de tout à l'heure, c'est-à-dire tant que le suivant de temp est différent de nul, on va incrémenter temp. On va sortir de la boucle quand le suivant de temp est égal à nul, c'est-à-dire lorsqu'on arrive à la valeur 2. Donc si on arrive à la valeur 2, on va sortir de la boucle et on va récupérer temp. Donc temp suivant, on va le rattacher avec le nouveau élément. Voilà, temp il est là. Donc temp suivant, le suivant de temp va être égal à nouveau. Voilà, c'est la représentation de cette flèche. Et finalement, on va retourner le L. D'accord? Donc il y a quelques-uns, ils vont me dire, c'est pas nécessaire de retourner une valeur ici, de type pointeur sur un élément, puisque là, on va retourner le L. C'est la même liste, il ne va pas changer de tête, mais vous avez oublié le cas où la liste est vide. Parce que si la liste est vide, on ne va pas retourner le L, mais on va retourner le nouveau élément. C'est pour cette raison, la fonction de insérer en fin doit absolument retourner une variable de type pointeur sur un élément. D'accord? Pour traiter le cas d'une liste vide, on va retourner nouveau. Et là, si la liste n'est pas vide, donc on va retourner L. Donc là, il n'y a pas vraiment un changement au niveau de la tête de la liste. Ok? Je vais arrêter l'enregistrement maintenant et je vais vous enregistrer une deuxième vidéo pour parler des autres traitements qui nous restent. Merci.